En fait, je vous raconte la genèse du processus. Ça a été pas simple, et c'est pour ça que je rentre un peu dans ces détails. Mais à ce moment-là, en fait, j'ai fait 10 pages, crayonnées, encrées et écrites. J'ai fait 10 pages prêtes à imprimer. J'ai voulu voir qu'est-ce que ça donne, de quoi je suis capable. Comment est-ce que le Michel Kichka marrant, sympathique et caricaturiste peut raconter une histoire grave, en y mettant aussi de l'humour. Est-ce que ça va coller ensemble? Est-ce que je sais écrire? Je ne savais pas si je savais écrire. Oui, je sais écrire un texte dans une bulle, dans une caricature. Mais un livre, ce n'est pas une bulle. Si, c'est une grosse bulle. Alors voilà. Donc, quand j'ai eu ces pages, je me suis dit, bon ben, je vais rentrer, je vais montrer ça à ma femme et elle me dira c'est bien, c'est pas bien, et je verrai où j'en suis. Et comme je vous l'ai dit, elle a eu l'intelligence de me dire ne me montre pas, continue. Mais en fait, pour continuer, j'avais compris une chose. Je ne vais pas pouvoir travailler pendant 100 jours de la même manière que j'avais travaillé pendant ces 10 jours pour faire 100 pages. Ce n'est pas possible. J'ai quelques obligations. Donc je me dis comment est-ce que je vais faire pour maintenant pouvoir me libérer, combien de temps ça va me prendre et qui peut me dire si je vais dans la bonne direction ou non. J'ai décidé de prendre rendez-vous avec des éditeurs en France. Parce que la bande dessinée en Israël, ce n'est pas ce que c'est en France et en Belgique. La BD franco-belge, c'est une industrie qui a des éditeurs spécialisés, qui a un marché. En Israël, il y a quelques BD à gauche, à droite. Ça se développe toujours sans arrêt, mais c'est vraiment très mineur par rapport à la littérature. Donc je savais que je ne trouverais pas un éditeur en Israël, je n'ai même pas cherché. De toute façon, en plus, je savais que si je voulais tester la pertinence de mon livre, comme objet, comme produit, il fallait que je le teste sur un marché qui n'était pas Israël. Parce qu'en Israël, on est tous juifs. Bon, il y a aussi des Palestiniens, pardon, mais le lectorat auquel je m'adresse, je ne voulais pas que ce soit un lectorat essentiellement juif. Je voulais que ce soit un livre pour tout le monde. Je raconte une histoire un peu universelle d'un petit garçon belge qui par hasard était juif et qui raconte un peu, voilà, comment ça s'est passé après la guerre pour lui. Et jusqu'aujourd'hui, et comment cette histoire le rattrape, et comment ce traumatisme en fait se transmet malgré lui. Donc, je me disais, en France ou en Belgique, il y a quand même des grands éditeurs dont c'est le métier, il y a Casterman, il y a... Je me suis dit, je vais aller chez Delcourt, chez Casterman, je vais aller chez Dargaud, je vais d'abord essayer les grands, et après on verra ce que ça va donner. Et voilà, j'ai pris des rendez-vous par téléphone, par mail, c'est très simple aujourd'hui. Les gens savaient que j'étais caricaturiste, donc ils savaient que je n'étais pas tout à fait nouveau dans le métier, mais ma carrière, elle se fait en Israël quand même. Et donc ils m'ont ouvert leurs portes, et je suis venu avec mes 10 pages. Un m'a dit, c'est pas tout à fait notre ligne éditoriale, mais c'est très intéressant. Un autre m'a dit, c'est très bien, mais bon, il va falloir un peu retravailler ça, continuer, revenez quand vous aurez plus de pages. Ce qui était déjà un grand encouragement pour moi. C'était beaucoup. Et je suis arrivé chez Dargaud, chez une éditrice, qui s'appelle Gisèle Dehaene, qui le lendemain m'a appelé. On s'est rencontrés dans un café à Paris, place de la Madeleine. Elle a regardé mes pages, elle m'a demandé ce qu'il y avait d'autre. Et je lui ai sorti 50 feuilles que j'avais manuscrites en disant, voilà, je parle du suicide de mon petit frère, je parle de ceci, je parle de l'histoire de ma famille, je parle de... Le lendemain, elle m'a téléphoné, elle m'a dit, j'en ai parlé à la direction, on va te faire ton livre. On va te proposer un contrat avec une avance sur recette, parce que tu as beaucoup de travail, et je vais t'aider à lui donner forme. Ça nous plaît, l'histoire nous intéresse. J'étais à la renverse. Moi, je pensais qu'on allait me dire, c'est intéressant, continuez. Ou qu'on allait me dire, il y a des problèmes, vous savez, ça ne marche pas très bien, votre style, c'est un peu classique, c'est un peu trop rond, c'est trop belge. Je ne savais pas ce qu'on allait me dire. C'est vrai, j'avais beau avoir une grande expérience professionnelle, je n'avais pas d'expérience dans ce domaine, et je n'avais pas d'expérience dans ce domaine sur le marché franco-belge. Donc je me sentais un peu un débutant. Vous savez, ceux qui viennent avec leur planche sous le bras en transpirant et qui s'excusent de frapper à la porte et qui s'excusent de montrer leur travail et des fois ils ont des chefs-d'œuvre dont ils ne se rendent pas compte. Bref. Donc l'accueil a été tel que je suis rentré en Israël complètement abasourdi. J'ai dit à ma femme, j'ai un contrat, on va me faire mon livre. Et alors là, on a dit, alors comment ça va se faire? Et alors ma femme a compris, et moi j'ai compris, qu'il va falloir que je m'organise et que j'organise mon temps d'une façon différente. Qu'il va falloir que je me coupe
de toutes mes obligations qui allaient parasiter ce travail. J'avais compris que ça allait être une immersion totale. Je pensais que ça allait me prendre 6 mois. Ça m'a pris 1 an et demi, dont 1 année où je n'ai fait que ça, et 6 mois où je me suis un peu entraîné à le faire. Je me suis préparé aussi psychologiquement. Mais à un moment donné, il a fallu que j'arrête de dire oui à des tas d'invitations à venir à gauche, à droite. Il a fallu que je refuse des travaux, chose qu'un dessinateur indépendant, c'est difficile à faire ce genre de choses, mais l'édition m'avait quand même fourni une avance sur recette qui me permettait de dire non pendant 6 mois, mais pas non pendant 1 an et demi. Mais j'ai dû dire non pendant 1 an et demi. J'ai des clients qui m'ont attendu 1 an et demi pour que je leur fasse un livre d'enfant. Ils ont été patients et ils ont été gentils. Et en fait, j'ai commencé, je me disais, ça avait très bien marché quand je m'étais isolé de chez moi. Quand j'étais parti de chez moi pour 10 jours, tout seul, dans un appartement à Liège ou à Paris, c'était bien. À la maison, c'est pas la même chose. Il y a des gens qui vont et qui viennent. On avait encore un fils qui vivait à la maison à l'époque, le plus jeune, avec sa petite amie. Il y a le téléphone qui sonne, il y a le facteur qui vient, on vient relever mon compteur électrique. J'avais besoin d'être au calme. J'avais besoin d'être tout seul. Et en fait, de la même manière où j'étais parti en Bretagne et en Belgique, je suis parti en Galilée chez des amis qui ont là-bas une très belle maison avec une étable, une écurie et des chevaux au-dessus du lac de Tibériade avec des champs, etc., des oiseaux. Et ils ont un salon immense dans lequel ils ne sont jamais. Et ils m'ont dit, si tu veux, c'est à toi. Je suis venu passer chez eux 1 semaine. Vous n'allez pas me croire, j'ai fait 35 pages en 1 semaine. J'ai travaillé comme en Belgique. J'étais de nouveau 18 heures par jour. J'ai crayonné. J'avais déjà beaucoup écrit. Donc je n'avais plus qu'à me relire, à noter en jaune les bons passages et à commencer à faire des esquisses au crayon. Mais quand je dis esquisse au crayon, je vais vous montrer, je vais revenir en arrière après. Quand je dis esquisse au crayon, ce sont des esquisses très très élaborées. Ça, c'est l'esquisse au crayon de cette page-là. Je veux dire, tout est déjà dessiné, tout est déjà mis en forme et en place, et tout est déjà écrit. Et je faisais ça au format 1/4 de A4. Donc j'étais avec un petit crayon, avec une gomme, et j'étais en train d'étaler mon récit sur un certain nombre de pages, petit chapitre par petit chapitre, petite anecdote par petite anecdote, sans avoir encore la vision du livre. Voilà, je vais vous montrer la page d'après, voilà. Ça, c'est la pré-esquisse de cette page-là. Parce que ça, je l'ai fait d'après une photo de classe qui existe, que j'avais dans mes archives. Là, c'est moi. J'avais 8 ans, à Spa. Et ça, je l'ai imaginé. Mais les noms sont vrais. Delcourt, il était dans ma classe. Delporte aussi, Dubois, Dupont et Durand. Ils n'étaient pas tous dans la même classe, mais ils étaient dans mes classes. Et je trouvais que c'était des noms bien belges, alors je les ai mis. Bien belges, bien français. Donc j'ai fait 35 pages. Il y avait environ 5-6 chapitres. Et là, j'ai senti que j'avais vraiment amorcé le travail. Et à ce moment-là, je suis revenu chez moi et j'ai continué. Je savais que j'avais déjà une masse de travail. J'avais 10 pages préalables. J'avais 35 pages, ça faisait 45. J'avais l'impression d'avoir la moitié de mon livre déjà faite. Mais je me faisais des illusions. Ça a été un long travail parce que plus j'avançais et plus je revoyais ce que j'avais déjà fait et plus je voulais changer. Et en plus, ça a été pour moi une occasion très intéressante. J'ai découvert le travail par Skype, mon éditrice étant à Paris, moi étant à Jérusalem. Quand je faisais mes esquisses, je scannais mes crayonnés, je les numérotais, je lui envoyais, elle les imprimait, elle les lisait, on se fixait un rendez-vous Skype et on se mettait les planches en face de la caméra et on disait voilà, tu vois là, ça marche bien, là le texte, il faudrait le revoir, là comme ci, là comme ça. Mais de toute façon, et ça c'est de ce côté-là qu'elle a été formidable, l'éditrice, chaque fois que je lui envoyais des planches, elle me répondait tout de suite merveilleux, formidable, incroyable. Elle m'a encouragé comme on encourage un gosse, surtout que je ne m'arrête pas dans mon élan. Et ce n'est que quand j'ai senti que j'avais plus ou moins fini de raconter tout, et j'avais 120, 125 pages, qu'elle m'a dit « Ok, maintenant, on va commencer à faire le tri. Je vais t'aider à en faire un livre, parce que je lui avais envoyé au moins 15 petits épisodes qui auraient pu faire un espèce de train comme ça.
15 wagons avec une locomotive. Et elle m'a dit, voilà, non, pour faire un récit, je vais te proposer une structure, une mouture différente. On va partager le livre en 3 grands temps. Il y aura le temps de ton enfance, qui va être la première partie, l'époque où tu es à la maison, l'enfance et l'adolescence. Il va y avoir le temps où tu es en Israël, et il y aura au milieu le suicide de Charlie. Elle a compris que c'était le chapitre le plus important pour moi. Elle a compris que c'était Charlie qui était le nœud de toute l'histoire. Et elle m'a dit, pour le lecteur, ça va être fluide, il va comprendre. Il va comprendre qu'il y a eu ça, il y a eu ça, et puis après il y a eu ça, et que tout est lié. Et elle a imprimé toutes les pages dans l'ordre où elle pensait qu'il le fallait, elle les a agrafées, elle me l'a envoyé, et j'ai lu mon livre, crayonné, et j'ai été ému de mon livre. Je me suis dit, waouh, ça marche, il y a quelque chose qui marche. Et puis après, je me suis dit, bon, il n'y a plus qu'à mettre à l'encre. C'est simple. Ça m'a pris 6 mois. Je pensais que ça allait me prendre 3 mois. Je me dis, oh, moi je sais faire 2-3 pages par jour. En 30 jours, j'ai fait 90 pages. Après, je peux prendre des vacances. Non, parce que c'était la première fois, là j'en viens un peu à la partie artistique maintenant. C'était la première fois que je travaillais en noir et blanc. Parce que mes premières pages, je les ai faites donc, à Liège, sur cette petite table que vous avez vue. Je n'avais pas pris des couleurs avec moi. J'avais travaillé sur un papier d'imprimante. Ce n'était pas un papier de qualité sur lequel on peut faire de l'aquarelle ou quoi. Et j'avais fait du noir et blanc en me disant, je ferai la couleur après. D'abord, je veux raconter et pas perdre mon temps à mettre du rose dans les joues et à mettre du vert dans les plantes. On verra après. Et du bleu dans le ciel. Bien qu'à Seraing, il n'y avait pas beaucoup du bleu dans le ciel, il y avait du gris. Et au fond, quand j'ai amené ces planches, ces premières planches, les 5 premières de l'album, à l'éditrice, et que je lui ai dit, oui, mais il y aura la couleur. Elle me dit, c'est pas nécessaire. Ça marche très bien comme ça. J'étais surpris. Parce que je suis un coloriste, en fait. Je suis un adorateur de la couleur, et j'ai toujours dessiné en couleur. Mais c'est vrai que, d'abord, les photos de famille de mes parents, de l'avant et de l'après-guerre, et mes photos de famille à moi, jusqu'à l'âge de 12 ans, elles sont qu'en noir et blanc. Pas tout le monde avait la couleur à l'époque. Tous les documents que j'ai pu trouver et aller rechercher sur Auschwitz et sur la période de la Shoah, sur Google, la grande majorité étaient noir et blanc. Et c'est vrai qu'au niveau du concept, la couleur, ce n'était pas de nécessité. Et donc, ça m'a obligé à utiliser le noir différemment de ce que j'avais l'habitude de le faire. Et j'ai senti en faisant ce livre que je sortais de moi quelque chose que je n'avais jamais essayé. C'était comme une nouvelle expérience. Faire qu'un dessin se tienne totalement sans m'aider de la couleur. Et ça a rendu le travail très jouissif pour moi au niveau artistique. J'ai eu du plaisir à le faire, parce que souvent, pourquoi je le dis maintenant? Parce qu'il y a des gens qui lisent le livre et ils viennent à moi en me disant « Dis donc, ça n'a pas dû être facile ». Ils s'imaginent que j'ai dû souffrir énormément. Non, je n'ai pas souffert. Ça a été terriblement libérateur. Ça n'a pas été une partie de plaisir, mais ça a été libérateur. J'ai senti que je donnais tout ce que j'avais à donner. Et j'ai senti que je donnais le meilleur de moi-même, dans le récit et dans le dessin. Donc, pour un créateur, on est tous à la recherche de cela quand on crée. Un créateur est toujours insatisfait. Il peut toujours faire mieux. Je savais que je ne pouvais pas faire mieux. C'était le mieux que je pouvais. Et j'ai rien laissé au hasard. J'ai tout fait avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de... Je me suis investi corps et âme. Et bon, mais il y avait un délai. Il y avait une date à laquelle il fallait que je livre mes planches. Alors ça a été juillet, de juillet ça a été reporté à septembre, de septembre ça a été reporté à décembre, et puis le livre avançait, mais plus lentement que je n'avais pensé, que l'éditrice avait pensé, et on a eu une mise au point fin décembre. On a décidé que le 27 janvier, date de l'ouverture du festival d'Angoulême l'an dernier, et j'avais de toute façon décidé que je venais à Angoulême parce que c'est pour moi, c'est ma nourriture, ce salon, ma nourriture spirituelle et artistique, que je la rencontrais là-bas et que je lui livrais les 30 dernières planches. Donc il me restait
Grosso modo, 30 jours pour faire 30 pages. Donc là, j'ai mis le paquet. Et le 26 janvier, j'ai fini. J'ai écrit le mot fin le 26 janvier. Et le 27 janvier, je lui ai remis mes 30 dernières pages. Les autres, je l'avais envoyé par DHL à Angoulême. Et j'avais fini mon travail. Et alors, j'avais l'impression d'un grand accomplissement pour moi. Je me suis dit, I did it. Hein, il y a le Just Do It de Nike. I did it. Je savais, waouh, j'ai fini. Oh, pas possible. Je suis tombé malade pendant 1 mois. J'ai pas éternué pendant 1 an et demi. J'ai pas eu froid, j'ai pas eu chaud, j'ai pas eu mal à la tête. J'ai rien senti, je n'ai fait que travailler. Dès que j'ai fini le travail, je suis tombé malade comme un chien pendant 1 mois. Et entre-temps, ils scannaient mes pages, et ils étaient en train de construire le livre parce qu'il a fallu lui donner une forme, décider de la couverture, des couvertures, des pages de garde interne, de la 4e de couverture. Il y a eu plein de décisions à prendre en cours de route. Et puis je me dis, il va falloir que je prépare papa. Parce que mon père savait que je faisais un livre, évidemment. Je lui avais dit, etc. Mais il ne savait pas quoi, il ne savait pas ce qu'il y avait dedans parce que lors d'une de ses visites en Israël, j'avais quelques 15-20 pages déjà définitives à l'encre. Je me suis dit, je vais lui montrer pour qu'il ait un peu... Il mérite d'avoir un preview, de voir le trailer avant de voir le film. Il m'a dit, non, non, je veux voir quand ce sera fini. Ok. Donc, il n'a pas vu. Et quand il m'écrivait des lettres, il me demandait, j'espère que ta biographie avance bien. J'ai dit, bon, il pense que c'est ma biographie, mais il faut quand même que je lui raconte que c'est l'histoire de toute notre famille et que c'est l'histoire de toute ma génération, que c'est beaucoup plus vaste et beaucoup plus profond. C'est pas que tellement j'avais envie de raconter qui je suis, c'était pas que je sois tellement intéressant et important que j'ai envie de parler de moi. C'était beaucoup, beaucoup plus profond que ça. Et puis, j'avais pas dit non plus à mon père que j'allais parler des douleurs qu'on a ressenties tous. Et de tout ce travail qu'il a fallu que je fasse pour mieux comprendre, pour mieux surmonter ces frustrations que j'ai eues et ces colères que j'ai eues et dont je ne lui avais jamais parlé. Parce que j'ai toujours voulu protéger mon père. Et quand je n'étais pas d'accord avec lui, ben je ne le lui disais pas. Et quand je pensais que j'allais le contredire, j'essayais de ne pas le contredire. Parce que ça, c'est quelque chose qui caractérise les enfants de ma génération. Et mes amis en Israël avec qui je parle, on est tous les mêmes. On n'a pas eu de crise d'adolescence. Parce qu'une crise d'adolescence, c'est confronter ses parents. Et moi, je n'ai jamais osé le faire. Je me disais, il a tant souffert, je ne peux pas. Quand j'avais des mauvaises notes à l'école, je les signais à moi-même. Je ne voulais pas lui faire de la peine. Parce qu'il était tellement content quand j'avais 10, déjà quand j'avais 9, c'était limite. Quand j'avais 8, alors déjà, c'était presque un ulcère à l'estomac. Et quand j'avais 7, je signais tout seul. Et puis quand j'avais 0, évidemment. Il y a un épisode qui avait dans les esquisses, qui n'est pas dans le livre final, j'ai redoublé une classe. Et il ne l'a su que le jour de la distribution des prix. Moi, je le savais depuis le premier semestre. J'allais pas en classe. J'allais jouer au flipper. Et j'étais champion de flipper. Et dans le café d'en face. Mais j'étais aussi en classe. Mais ça ne m'intéressait plus. Je faisais ma crise d'adolescence, mais je l'ai gardée pour moi. Et extérieurement, tout allait bien. De toute façon, papa, je pouvais mettre n'importe quoi en latin sur une feuille. J'écrivais 7,5 ou 8 en rouge, il signait, il ne comprenait pas le latin, il ne savait pas que c'est moi qui avais écrit la note. Donc j'ai vraiment menti à mon père pendant que j'étais en 3e latine. Hein. J'étais en plus en latin maths et j'avais un échec en latin et en maths, mais ce n'était pas les seules matières où j'avais des échecs. J'avais aussi en chimie, j'avais en physique, j'étais très bien. Et je l'avais habitué à toujours avoir été premier de classe. Attendez, c'est pas simple. Parce que moi, comme tous mes enfants de ma génération, les enfants de ma génération, on a toujours voulu satisfaire nos parents. Alors des fois, on est dans une famille mixte où le père et la mère ont été dans les camps, et des fois c'est que le père, des fois c'est que la mère. Moi, c'était que mon père, mais quand même, la Suisse, c'était pas quand même Auschwitz, il ne faut pas exagérer. Donc, c'était ma référence, mon père. C'était mon père, l'homme que j'admirais, que j'adorais. Et pour ne pas le décevoir, j'ai toujours été premier de classe. Et le jour où j'ai plus pu être premier de classe, j'ai fait semblant que je l'étais. En me disant, on verra bien ce qui arrivera à la fin. Et à la fin, ça c'est un épisode dont il se souvient sûrement, c'était dans l'esquisse et là, l'éditrice m'a dit que c'était sympa et tout, mais que
c'était difficile après de continuer le récit, que j'étais un peu en train de faire une espèce de spirale interne familiale d'un petit épisode qui était marrant mais qui n'était pas nécessaire. Donc elle m'a vraiment aidé à faire des choix, parce que j'avais fait des pages en trop, et on n'allait pas faire un livre trop épais non plus. Et donc cet épisode n'est pas dans le livre, mais il était dans les esquisses. Et dans la salle de remise des prix, on appelle, mon père connaissait quelques-uns des copains de ma classe, donc il voit mes copains de classe monter, recevoir leur prix, et il attend Kishka. Et mon nom n'a même pas été cité. Parce qu'à l'école, on ne citait même pas les noms de ceux qui avaient moins que 60%, parce qu'on était la honte de l'école. Donc, de première classe, je suis devenu la honte de l'école. Et mon père l'a reçu en pleine figure ce jour-là, et ça a été terrible. C'était, je pense, une des premières fois où j'ai été une telle déception pour lui. Parce que je pense que papa, je l'ai compris plus tard, s'est beaucoup projeté en moi. J'ai une sœur aînée, mais j'ai été son premier fils, porteur du nom Kishka. Et en plus, j'étais doué pour le dessin comme lui l'avait été. Et je pense qu'il a énormément projeté de l'enfant qu'il aurait voulu être et de l'adolescent qu'il aurait voulu être et qu'il n'a pas pu être à cause de la guerre, en moi. Donc il a beaucoup compté sur moi pour combler ses espoirs, pour réaliser ses rêves. Et il a été très content de ma réussite artistique, c'est vrai. Donc cet échec, ça a été quelque chose de terrible. Je me souviens que pendant tout l'été, il ne m'a pas parlé. Oh, il m'en voulait. Oh là là. Je ne pourrais pas dire à mort, parce qu'on ne peut pas dire à la Fondation Auschwitz en vouloir à mort, c'est une expression impropre. Mais il m'en voulait terriblement. Et moi, je m'en voulais aussi de lui avoir fait tellement de peine, et puis ça me contrariait qu'il ne me parle pas. Mais bon, mais c'est tout ça pour vous raconter que si j'avais été un enfant normal, si j'avais grandi dans une famille normale et qui n'avait pas eu ce passé tellement pesant, j'aurais pu avoir 7 en latin sans risquer l'ulcère à l'estomac ou la crise cardiaque. C'est pas un drame d'avoir 7 en latin. Mais pour papa qui avait aussi été un élève brillant en plus, parce que vous savez, souvent les pères mentent à leurs enfants et ils disent « Ah, moi j'étais toujours le meilleur ». Mon père était toujours le meilleur, c'était un élève brillant. Et il voulait sa réussite en tant que Polonais né en Belgique, c'était important pour lui à l'époque. Il adorait la littérature française, il adorait les mathématiques, il dessinait bien, il était sportif, il était l'enfant que j'ai été. J'étais l'enfant qu'il a été. Donc, ce petit épisode en dit long sur toute une génération. Parce qu'en Israël, quand je discute autour de moi avec des gens qui ont comme moi entre 50 et 60 ans, on se rend compte qu'il y a plein d'histoires qui se recoupent. Plein d'histoires qui se recoupent, surtout sur le fait qu'on a beaucoup développé 2 visages. Un visage pour les parents et un visage pour le monde extérieur. Pour les parents, on a toujours fait en sorte que tout soit lisse, parfait et juste. Et il n'y a qu'à l'extérieur qu'on était vraiment nous-mêmes. Donc moi, j'ai un peu vécu, surtout une adolescence, parce que l'enfance, je me suis rendu compte de rien, une adolescence où j'étais vraiment partagé en 2. Il fallait que je fasse énormément de choses derrière le dos de mes parents, comme un adolescent normal, mais c'était avec un sentiment de culpabilité incroyable. C'était pas normal d'être tellement coupable, de se sentir tellement coupable.